Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que vous avez apprécié le deuxième épisode et le dernier épisode en date de la trilogie, votre podcast préféré. Si vous êtes amateur d'horreur, de drama, mais un petit peu de comédie quand même. Et pour cet épisode, sans plus tarder, pour le troisième épisode de votre podcast favori que vous avez aimé partager à tous vos amis, à toute votre famille, hein, bien sûr, on va parler de 2 séries d'horreur et d'un film d'horreur slash un petit peu comédie quand même. Non, vraiment, c'est un délire ce film. Donc du coup, au menu de ce troisième épisode, on va parler de The Changeling, de Treinta Monedas, une série espagnole, et de Sharknado. Donc sans plus tarder, on va commencer avec The Changeling. C'est une série de 2023 qui a été... c'est un Apple Origins, que c'est disponible sur Apple TV. Une série qui est très courte, de 8 épisodes. C'est des épisodes qui ont une durée, on va dire, plus ou moins traditionnelle. Je dis plus ou moins parce que dans certains pays, notamment, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, avec la Casa des Papel, les épisodes étaient des épisodes à la base qui duraient un peu plus d'une heure. Du coup, là, les épisodes, ils durent 40-45 minutes. Et malgré le fait que ça soit une série, c'est filmé, enfin pour moi, ça a été filmé comme si c'était un film, c'est-à-dire dans le format de l'image qui est, bon, je vais dire une bêtise, hein, parce que les formats d'image, je les ai oubliés, mais qui sont, on va dire, en 6e. On va dire, vous savez, quand il y a les bandeaux noirs en bas et en haut de l'image, et aussi au niveau de la colorimétrie, j'ai trouvé que c'était assez... C'était des couleurs qui sont sombres, mais en même temps vives, et c'est tellement propre que ça m'a fait penser à un film aussi, parce que avec le rythme des épisodes et des actions, et de l'histoire, de comment ça a été fait. Donc, comme je dis, c'était... j'allais dire sponsorisé, non. Ça a été produit, du coup, c'est fait par Apple en partie, et ça a été créé par Kelly de son nom de famille, Marcel, donc c'est la créatrice de cette série. De ce que j'ai pu voir, du coup, c'est une série qui est basée sur le livre de Victor Laval, qui joue aussi le rôle, qui fait la narration de la série. Et dans cette petite série, donc, vous allez retrouver dans les 2 rôles principaux qui sont Apollo et Emma, qui sont un père et une mère. Apollo qui est joué par Lakis Stanfield et Emma qui est jouée par Clark Bacco. Et Lakis, vous avez pu le voir notamment dans le très célèbre film Get Out, aussi The Purge, dans le film Selma. Et si vous avez regardé ce film, il a joué le rôle de L dans Death Note, qui est évidemment l'adaptation du manga du même nom. Il y a également Adina Porter qui joue la mère d'Apollo, du coup, de la Kif dans ce film. Adina, Madame Porter, que vous avez pu voir notamment dans The 100 American Horror Story, dans, je pense, la plupart des saisons, et aussi dans True Blood. Cette série était magnifique. J'adore. Il faudrait que je me la refasse. Ah oui, ouais, je vais me la refaire. Ça fait tellement longtemps que j'ai regardé, j'ai envie de revoir un peu aussi. C'était quoi? C'est Lafayette, le personnage franchement incroyable. Et une série de vampires un peu plus, comment dire, un peu plus horreur et moins comédie que... c'est un registre aussi différent, mais du coup que... différent de What We Do in the Shadows, dont j'ai parlé dans le tout dernier épisode. Si vous vous souvenez, si vous l'avez regardé, je vous encourage, franchement, il est pas mal. Et du coup, l'histoire de cette série, une courte série one-shot, on va dire, c'est l'histoire d'amour d'Apollo et d'Emma qui sont récemment devenus parents. Mais malheureusement, Emma a été atteinte d'un gros postpartum qui est la dépression qu'on... beaucoup de femmes, si ce n'est la plupart, ont après avoir accouché. Je vais dire des choses, mais je pense, je vous encourage à googler le truc pour un peu plus de précision, mais en gros, c'est dû au changement de statut, donc de femme à mère, et aussi au changement corporel, et principalement surtout hormonal, qui se fait après la naissance de l'enfant. C'est quelque chose que malheureusement, c'est un peu, dans la plupart du temps, c'est inévitable. Ça peut être assez, assez léger, entre guillemets, et assez rapide, mais pour beaucoup de femmes, malheureusement, c'est un impact assez énorme, et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, et qu'il ne faut pas négliger, qui n'est encore, à mon avis, pas
assez parlé et qui est encore, comment dire, assez stigmatisé parce qu'il y a beaucoup d'attentes sur les mères quand elles, déjà quand elles sont enceintes, mais aussi quand elles accouchent et quand elles deviennent nouvelles mères. Généralement, on attend beaucoup trop de choses des nouveaux parents. Là, on parle évidemment là des mères, mais je vais mettre aussi les autres parents dans le lot, donc père ou autre. Euh, on attend dans beaucoup de cas que tout soit parfait. Bref, c'est pas le cas. Si vous êtes parent ou que vous allez être parent bientôt, on n'attend pas à ce que vous soyez parfait. Prenez soin de vous, ne vous oubliez pas surtout. Voilà. Petit aparté du début d'épisode, on adore faire ça. Mais du coup, c'est ce couple qui a tout pour eux. Malheureusement, qui donne naissance à il donne naissance. La Emma donne naissance à un beau petit bébé qui est tout mignon, il me semble que c'est un petit garçon. Mais du coup, après son postpartum, donc elle a énormément de mal à se faire à ce changement, mais aussi à lier un lien avec son nouveau bébé, qui est son premier enfant en plus. Mais malheureusement, et ça commence comme ça. En vrai, cette série, elle commence dans les chapeaux de roue. Hein. Ils perdent pas de temps. Hein. Ça commence en fait, et après ils reviennent un peu dans le passé pour expliquer comment ils en sont un peu arrivés là. En fait, ça commence avec le père, donc du coup Apollo, qui est attaché sur une chaise, mais il est vraiment mal en point le Apollo. C'est-à-dire que tu vois, ça fait longtemps qu'il est attaché à cette chaise, qui est attaché aussi, je crois, à un poteau. Tu vois qu'il a été tabassé, il est en sang, le gars il en peut plus, il est fatigué. Et il crie à l'aide, on ne sait pas au début qui va être là, qui est la personne responsable de ses actes, responsable de son état physique et mental aussi. Mais après apparaît de manière, et pourquoi moi ça m'a fait penser à un cas, et ça me fait penser à un cas de possession, et un peu un truc super naturel, c'est parce que là Emma du coup elle apparaît dans la... Comment on dit ça bref, entre la porte de la chambre là où dort leur enfant, de manière très fantasmesque, qui tient du fantôme et de la personne possédée. Moi, au tout début, ça m'a fait penser à... j'ai oublié le nom du personnage dans The Ring. Vous savez, la personne là, le fantôme là, avec les cheveux noirs, qui est hyper long, parce que vessie en espagnol, la robe blanche. Ça m'a fait penser à ça. C'est pour ça, moi, au début, je me suis dit... En fait, les deux, ils ont eu un enfant. La mère, on ne sait pas comment, elle s'est retrouvée possédée. Et du coup, elle veut du mal. Le démon qui a pris possession de la mère, de Emma, veut du mal à leur enfant. Et le père a été attaché pour éviter qu'ils secourissent... qu'ils mettent un bâton dans les roues du plan du démon. Sauf que, au fur et à mesure de l'épisode, et aussi de l'épisode 2 que j'ai regardé, pour l'instant j'en suis à l'épisode 3, et en fait, je vais vous dire rapidement, et aussi pour que vous sachiez, du coup, dans les épisodes, dans les séries quand je regarde pour savoir si ça ou non, je vais en parler sur le podcast, généralement je vous en parle parce que je sais que je vais adorer toute la série, au moins que j'ai adoré le premier ou le deuxième épisode. Mais souvent, ça peut arriver, et c'était le cas notamment avec The Changeling et Treta Moneda, j'ai déjà regardé la première saison. La saison que j'ai regardée, c'est la deuxième. Mais du coup, je sais, moi, il m'en faut pas beaucoup pour savoir si j'ai beaucoup aimé ou pas. Si j'ai un petit doute, comme c'était un peu le cas avec What We Do in the Shadows, dont j'ai parlé dans le dernier épisode, de l'épisode 2 de la trilogie, je continue à regarder genre 2-3 épisodes au cas où, tu vois, c'est peut-être la première impression, on sait jamais, il y a peut-être un truc que je vais adorer. Et là, c'était le cas notamment avec What We Do in the Shadows. Le machin, j'ai binge-watch. J'ai fait tout ce que... La 6ème saison n'était pas disponible sur Disney+. J'ai fait de mon mieux pour qu'elle soit disponible sur mon ordinateur. Mais du coup, là, j'ai hâte de continuer la suite de The Changeling parce que, pour moi, pour l'instant, ça part d'une possession. Certes, la mère, elle n'est pas elle-même parce que le postpartum, il est énorme à un point incroyable. Mais franchement, ça m'étonnerait pas qu'elle soit possédée, la petite Emma. Non, parce que pour faire ce qu'elle a fait et aussi pour qu'elle ait la force surhumaine qu'elle a eue déjà pour attacher son homme, certes, ils ont d'apparence plus ou... ils n'ont pas plus ou moins... si, on pourrait croire qu'ils ont plus ou moins en tout cas, la même épaisseur physique et plus ou moins la même, on va dire, densité corporelle. Mais il ne reste pas que, et ça, je vais faire une petite aparté avec mon expérience à l'école, notamment en lutte, normalement, la plupart du temps, même si un homme et une femme ont la même corpulence, on va dire,
dans la plupart du temps, l'homme aura plus de forme que la femme. Et je dis ça parce que j'ai peur d'expérience et que c'est juste le cas biologiquement. Mais pour petit aparté, personnellement, je crois que c'était au collège. Évidemment, j'étais dans le groupe des filles et à un moment, il y a un garçon qui est venu nous rejoindre parce que il avait plus ou moins la même corpulence que nous. Il était tout queue, hein, on va prendre les termes. Il était aussi queue qu'une meuf de notre âge. Et sauf que il avait peut-être la même corpulence, le petit, mais il avait beaucoup plus de force que nous. Donc, la petite Emma, en plus, même si on va dire ils sont sur le même plan biologiquement parlant en termes de force, même si on va dire ils sont pareils, elle vient d'accoucher. L'accouchement, vous-même, vous savez, si vous êtes mère ou vous êtes enceinte, et c'est pas rien. Sur le corps, ça a un impact, franchement, là, on va reprendre un peu du humour noir, ça a un impact du démon, c'est pas rien. Donc tu viens d'accoucher, ça fait pas très longtemps que tu as accouché, il te faut très très longtemps par contre pour t'en remettre. Généralement, je crois, j'ai cru voir, en tout cas pour que ton corps, enfin je crois que c'est l'utérus pour qu'il se remette, on parle d'1 an pour que cette partie du corps se remette, enfin cette partie du corps interne. Donc comment elle a fait, la petite Emma, pour déjà tabasser son mari, enfin je sais pas si c'est son mari ou bref son compagnon, quoi, le père de son gosse, comment elle a fait pour le tabasser, pour l'attacher, pour le mettre en sang à un point, certes la folie ça peut décupler des forces, mais à un point pareil, du coup je me suis dit, la petite Emma, elle est possédée déjà, elle apparaît comme le personnage, j'ai plus le nom du personnage, mais c'est le personnage de Ring, là, le fantôme, vous savez, qui sort du puits, je crois que ça finit en A. Bref, donc déjà ça. Mais elle apparaît dans la... Parce qu'en fait, la chaise sur laquelle le Apollo il est attaché, ça fait face à une chambre, et ça c'est la chambre où se trouve leur enfant, leur petit bébé. Et la porte à un moment s'ouvre, et après elle apparaît un peu comme ce personnage du coup de The Ring. Et elle apparaît un peu comme un fantôme. Du coup moi je me suis dit, bah en fait c'est juste une mère, une jeune mère certes, mais elle est juste possédée. Possédée de manière vénère, mais elle est possédée, et puis les plans qu'ils font un peu sur son visage, un peu en mode folle, évidemment elle a les cheveux ébouriffés, enfin, en plus, si je me souviens bien, parce que des fois ma mémoire de trentenaire, j'ai une mémoire assez sélective, d'accord. Du coup, elle apparaît un peu comme en robe de chambre, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, on va dire les termes. Là, Emma, elle est dégueulasse, elle a les cheveux ébouriffés, ça se voit, elle va pas bien. Il s'est passé des choses. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, en plus avec l'expression du visage, le maquillage qui fait rappeler un peu le maquillage de personnes possédées ou de fantômes, je me suis dit, en fait, elle est possédée. Sauf que non, on apprend après, du coup, un peu plus tard dans l'épisode, mais pas très plus tard non plus, qu'elle est juste victime de postpartum. Mais pourquoi je disais que les séries, je vous en parle, déjà si j'ai bien aimé principalement, mais aussi même après avoir regardé 1 ou 2 épisodes, et là c'est le cas, j'ai regardé 2 épisodes, moi j'ai hâte de savoir si en vrai elle n'est pas possédée, parce que là ils disent que c'est juste le postpartum, mais je mettrai ma main coupée qu'elle est possédée quand même. Parce qu'en plus, du coup, on apprendra, bon, il y aura peut-être un petit peu des spoilers, mais c'est important pour que vous compreniez et que pour que ça génère un intérêt et un entrain pour cette série qui est The Changeling. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi, bon déjà, postpartum de la mère qui a du mal à se faire à son nouveau statut. Mais aussi, pourquoi elle a un peu pété un plomb, la Emma, c'est parce que elle pense que son fils n'est pas son fils. Mais pas dans le sens, le gamin, il a été échangé à la maternité, dans le sens, en fait, c'est pas vraiment un humain, son bébé. Elle pense que quelque chose a pris possession, soit pris possession de son enfant, ou alors a remplacé, c'est un peu comme... Ah mince, comment on appelle ça? Quelqu'un qui change C'est quoi la Tonks dans Harry Potter? C'est quoi son truc? Métamorphe. Bref, quelqu'un qui se métamorphose, quoi. Je sais, j'ai plus il y a un terme exact dans Harry Potter. Bref, quelqu'un qui s'est métamorphosé et qui a pris, en gros, qui a eu un échange de créatures et de bébés. Et on va apprendre un peu plus tard que ça a été le cas. Que c'est en fait des... Alors c'était quoi? J'ai noté où c'est écrit où? C'est un changeling qui est
qui est du coup une sorte, si on prend la définition du Britannica, qui est un peu comme un dictionnaire slash encyclopédie de britannique, d'où le nom, c'est en fait comme une sorte de fée, mais un peu maléfique. Donc c'est le changeling, en fait, et c'est pour ça que ça porte le nom. C'est parce que c'est des êtres féeriques qui font un échange, qui kidnappent en fait les bébés, les jeunes enfants, les petits, ceux qui viennent d'apprendre à marcher, quoi, en gros les toddlers, pour utiliser leurs ressources. Donc ils kidnappent l'enfant et ils le remplacent avec un clone, quoi, en gros, qui prend les ressources humaines, qui les nourrit, etc., qui nourrit logé, blanchi, et pour que cet être féerique grandisse et soit plus fort. Et c'est un truc qui vient du folklore européen apparemment. Et là, c'est ce qui s'est passé avec leur enfant. Et la mère a dit attention, il y a un truc, c'est pas normal. Et en plus, ce qui se passe, c'est que elle est narguée un petit peu la mère par des photos qui lui sont envoyées de son compagnon et de son enfant, mais un peu en mode un peu à la paparazzi. Et à chaque fois qu'elle veut en parler, qu'elle veut en montrer du coup à Apollo, les photos, comme de par hasard, a disparu. Et aussi, elle remarque des petites choses de comportement qui sont pas normales. Et l'instinct aussi, même si elle a le postpartum, il y a l'instinct de mère qui fait qu'elle se dit c'est pas mon enfant, ça c'est bizarre, le gamin c'est pas mon gosse. Elle va mener sa petite enquête, on va la conseiller et elle va faire en sorte, et c'est pour ça à mon avis qu'elle a attaqué le père. Et malheureusement, ça c'est pas un spoiler parce que ça va être du coup enfin si un petit peu du coup, vu que je vais vous le dire, mais c'est dans le premier épisode, et en fait, malheureusement, la Emma va tuer leur petit bébé. Parce que c'est pas leur enfant. Et elle, ce qu'elle veut, c'est son gosse. Certes, elle a le postpartum, elle a du mal à se faire à son nouveau statut de mère, mais elle veut son enfant coûte que coûte. Alors, rien à foutre que ça soit un bébé fait. Elle veut son bébé humain, son bébé à elle, qui a été dans son ventre pendant très 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 longtemps et qui est sorti dans son être d'une partie de son corps. Faut pas déconner, rendez-moi mon gosse, quoi, en gros, c'est ça. Donc, du coup, elle tue le bébé et elle attache évidemment le père pour pas qu'elle n'en empêche. Sauf que, malheureusement, le bébé il meurt déjà. Mais on ne sait comment et on ne sait où elle est, la Emma a disparu. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a un peu un mystère qui plane pour la police et pour les gens de cet épisode. Le mystère, c'est que la meuf, elle a pété un câble et qu'elle est juste... qu'elle s'est rendu compte, qu'elle sait du coup qu'avoir tué son bébé, c'est extrêmement mal, mais du coup c'est pour ça qu'elle a disparu. Mais moi je me demande, est-ce qu'elle n'est pas partie un peu au sein des fées, enfin au sein des changelings, des fées maléfiques. Voilà. Et en fait, au début, on s'est dit, mais enfin, on peut croire que qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le gars, il finit en prison. Je me dis, mais pourquoi il finit en prison? On voit au tout début de l'épisode qu'il est attaché, qu'il a été victime. Qui c'est qui l'a tué? C'est pas lui qui a tué son gosse. Pourquoi déjà il l'a tué? Et est-ce que du coup il a tué sa femme et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en prison? Sauf que pourquoi il serait retrouvé en prison s'il tue sa femme qui allait tuer son enfant en gros par légitime défense? Pourquoi? C'est bizarre un peu quand même. Mais du coup, et ça je vais pas vous le dire, mais il se retrouve en prison pour... c'est une courte durée, mais il se retrouve en prison pour une autre chose, c'est pour des faits un petit peu moins graves, on va dire, entre guillemets. Mais du coup, la série, ça suit un peu, malheureusement, le parcours de ce père qui, déjà, il se fait attaquer par sa femme, et aussi avec la perte de son enfant. Et même si c'est la mère, il sait que c'est la mère qui a tué leur fils, parce qu'il a été témoin d'une façon ou d'une autre, aussi la perte de la femme qu'il aime, parce que même si elle l'a tué, c'est pas parce que... Les sentiments, ils s'en vont pas comme ça du jour au lendemain. Du coup, en plus, son fils est mort, sa femme l'a tué, mais en plus, la femme, elle a disparu. Comment il fait son deuil de son enfant? Comment il fait son deuil de la disparition de celle qu'il aimait? En fait, pourquoi déjà le fait que ça soit un peu supernaturel, même si on... Pas vraiment, mais enfin, moi je vais considérer ça comme un peu du surnaturel. Que ça soit déjà un petit peu surnaturel, mais aussi qu'il parle du postpartum, que ça soit un des points centraux du coup de cette série. Mais aussi, ce qui m'a plu, c'est déjà le jeu d'acteur de la Keith, qui est un acteur déjà incroyable, et dans cette série, c'est juste incroyable.
enfin oui, je vais dire, incroyable. Au dernier épisode, c'était évidemment le tic de langage. Là, je crois que ça va être incroyable. Mais du coup, la Kiss, dans ce rôle dramatique, il est... Enfin, ça te reprend au corps et aux sentiments. Tu te prends de compassion pour cet homme qui, malheureusement, il a vécu de fortes choses. Et pourquoi aussi j'ai beaucoup aimé cette série, c'est parce que du coup, c'est lui le personnage principal, mais aussi parce que, et ça, en tout cas, dans les choses que moi j'ai regardées et que j'ai pu voir, c'est assez rare qu'on parle de l'effet postpartum aussi chez les pères. Parce que même évidemment, si c'est les mères les principales victimes de tout ça, parce que les hormones, c'est nous qui les avons, qui a une chute incroyable, le changement de statut entre je suis un homme et voir un compagnon slash un mari à je suis un père, ça peut être aussi... les hommes, ils ont aussi du mal à s'y faire. Et on n'en parle pas assez de l'effet psychologique que l'accouchement et le fait d'être un nouveau parent peut avoir sur les pères. Et c'est pour ça aussi, du coup, que j'ai bien aimé, parce que du coup, ils en parlent. C'est aussi parce qu'on voit que c'est pas facile. Ils se disent pas, ah tiens, c'est pas ce qu'ils ont fait, donc du coup, ça se passe avec l'attaque en gros et le meurtre du bébé. On voit pas le meurtre de ce bébé parce que vraiment ça serait barbarique et ça serait assez cruel et assez gratuit. Donc on voit pas ça, heureusement. Mais du coup ça parle de là et après ça passe au futur après que le gars là il sort de prison. Mais ils font pas une ellipse, bref, de la mort et ça y est, ils en reparlent plus. Non, ils montrent que malgré tout ça, même s'il s'est passé des mois, c'est pas parce qu'il s'est passé des mois que ça y est, le gars il va être bien à nouveau. Non, il galère et ça, il le montre. Mais il montre aussi les efforts qu'il fait pour essayer tant bien que mal, petit à petit en tout cas, de se remettre déjà de la mort de son enfant et du fait que ça soit sa femme qui l'ait tué et que c'est assez... Enfin, c'est lourd, quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, du coup, c'est le personnage de la mère qui est joué par Adina Porter, la mère qui se prénomme Liliane. Ça montre aussi le passé du père, donc, du coup, qui est joué par l'actrice Apollo, le prénom du personnage. Et pourquoi, moi, je pense aussi à une possession, mais du coup, slash de Changeling, fée maléfique, c'est parce que, à mon humble avis, et vous me direz après avoir regardé l'épisode, à mon humble avis, l'Apollo, c'est aussi une fée maléfique, tu vois. Parce que, pourquoi? Du coup, point important, et c'est pour ça aussi qu'ils en parlent dans la série, dans les premiers ou deuxième épisodes, c'est parce que la mère, la Liliane, c'était une mère célibataire. Elle a dû tant bien que mal, comme beaucoup de mères célibataires, s'occuper de son enfant, mais c'est aussi à travailler. Sauf que c'était à l'époque, je crois que ça devait être du coup dans les années 80 à ce moment-là, peut-être 80, peut-être même début 90. Être mère célibataire, surtout aux États-Unis, c'était une mère qui du coup avait pas beaucoup de moyens et qui était amenée parce que son manager, c'est un gros connard, misogyne, sexiste, misogyne, on va dire. Pourquoi vous saurez après pourquoi. Du coup, qui la force à travailler le week-end, sauf que le week-end, la Liliane, elle a pas de babysitter. Elle a aucun moyen de faire garder son gosse et en fait, ne pas travailler le week-end, elle s'est l'arrangée parce que du coup, elle pouvait s'occuper de son enfant très bien. Sauf que du coup, elle n'a pas les moyens de se permettre d'avoir une babysitter aussi les week-ends. Du coup, elle le laisse tout seul. Sauf que, à un moment donné, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Et là, il joue un peu avec les lumières. Et je crois qu'il y avait des yeux aussi qui ont un peu changé de couleur de la part de la personne qui a toqué à la porte. Mais il y a aussi un peu un jeu de fumée qui fait penser à une apparition un peu pas de ce monde. Du coup, moi je pense parce que le petit Apollo, il avait je crois 3-4 ans. Donc c'était un petit enfant. Et victime parfaite, idéale, des fées maléfiques qui kidnappent un peu les enfants pour un peu voler aussi les ressources humaines. Moi c'est pour ça que je pense l'Apollo. C'est une fée maléfique, enfin quelqu'un qui s'est fait remplacer par une des fées maléfiques, mais aussi qui a été un peu l'arroseur arrosé. Cette fée maléfique-là, son enfant, je ne sais comment, elle a eu un enfant, du coup, la fée d'Apollo, avec l'AMA qui a pété un câble. Et pourquoi j'ai dit, du coup, parce que ça me semble aussi important d'en parler, parce que c'est un point aussi important, et il le montre dans la série, c'est que la mère, la Madame Liliane, pourquoi j'ai parlé de misogynie et de sexisme, pourquoi elle a été obligée de laisser son fils tout seul de 4 ans à la maison avec juste comme simple babysitter la télévision et des céréales et des gâteaux, c'est parce que son manager s'était épris de elle, ou peut-être ils ont eu une relation, mais je pense qu'il était juste épris de elle. Et du coup, elle refuse ses avances, elle refuse ses cadeaux,
Et à un moment, elle va le voir dans son bureau, ce qu'il lui avait acheté, je crois, c'était des places pour aller voir, je crois, un match de basket ou un concert, je ne sais plus. Elle lui dit, bah, c'est gentil, merci, mais je me vois de refuser. Le gars, il le prend mal, évidemment, c'est un gros connard. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas accepter qu'une femme ose lui dire non. Du coup, c'est pour ça qu'il la force à travailler les week-ends. Et du coup, c'est pour ça que le petit Apollo était laissé tout seul plusieurs fois pendant très longtemps. Et c'est pour ça aussi, je pense que c'était la victime idéale pour être aussi un changeling, donc une fée. Moi, je vais traduire ça par fée maléfique. Je sais pas si c'est la bonne traduction, mais par la fée maléfique. Là, je vais regarder d'autres épisodes avant que cet épisode. Là, quand vous l'écoutez du coup samedi, parce que la trilogie s'est diffusée. Je mets ça en ligne tous les samedis, généralement entre 4h et 18h30. Mais je pense qu'il y a un truc là-dessus. Je pense que vraiment, 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 là, c'est mon instinct de fan d'horreur qui dit qu'il y a un truc. C'est pas possible que l'Apollo, il soit net-net. Enfin, net-net dans le sens qu'il n'a pas été échangé à la naissance avec une fée maléfique. C'est pour ça que j'ai vachement hâte de voir la suite. Et aussi, parce que du coup, moi, j'ai pensé en fait que la mère de base a été morte. Mais en fait, non, elle n'est pas morte, elle a juste disparu, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et du coup, moi, j'ai hâte juste de voir où elle est passée. Est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce qu'on va la retrouver, mais dans quel état? Est-ce qu'elle va retrouver sa sanité d'esprit? Est-ce qu'elle va être revenue à la normale? Est-ce que ça va... C'est tellement bien écrit, du coup, que ça te garde au bord de ton siège, ça te garde en... Comment on dit? Ça te garde sous tension. Et c'est pour ça que, en vrai, je vous recommande Changeling. Donc, Tren Tren Monedas, comme je vous l'ai dit, c'est une série espagnole qui nous date de 2020. C'est une série qui a du coup actuellement deux saisons. La deuxième saison elle est sortie, je crois, fin du coup de l'année dernière, pardon, de 2023. C'est une série qui a été créée qui est réalisée et produite par Alex de la Iglesia, qui a notamment produit ou dirigé Les sorcières de Zugarramurdi. C'est un film en vrai excellent. Je pense que je vais peut-être en reparler dans un autre épisode. Qui est aussi responsable pour El Bar, un autre film un peu d'horreur. Ici, du coup en Espagne, et il a fait pas mal de petits films, Alex de la Iglesia. Dans cette série, il y a notamment Megan Montaner. Megan Montaner que vous avez pu voir dans Tramuntana, Entre Terras, et aussi Silo Ubiera Sabido, Si j'avais su. Aussi, et ça je pense, c'est ça qui l'a fait connaître elle a joué dans Grand Hotel. Mais oui, bien sûr qu'elle a joué dans Grand Hotel. Évidemment qu'elle a joué dans Grand Hotel, bien sûr que oui. Dans Grand Hotel, qui est une série télé espagnole, elle joue aussi dans El Secreto del Puente Viejo, et également dans Velvet Collection, qui est une série aussi qui était dispo, je ne sais plus si elle est encore disponible actuellement sur Netflix. Et également aussi, c'est un peu pour ça que j'ai regardé cette série, il y a dans ce beau monde le cher Miguel Ángel Silvestre qui joue le rôle de Paco. Donc le Miguel Ángel Silvestre que vous avez pu voir, j'espère, dans Sense8, mais aussi du coup dans Velvet, et il reprend un peu son rôle dans Velvet Collection. Vous avez également pu le voir, et si vous avez regardé, et si elle est encore dispo d'ailleurs, Sin Tetas no hay paraíso. Il a eu également un rôle dans, je ne sais plus laquelle saison de La Casa de Papel. Il jouait en gros le copain avant Rio de Tokyo. Et également dans Narcos, et également aussi dans El Corredor, moi j'aime beaucoup cet acteur, dans En el Corredor de la Muerte, qui reprend, c'est une histoire vraie d'un homme espagnol qui est aux États-Unis, qui s'est fait accuser à tort d'un meurtre de quelqu'un juste parce qu'en gros il avait la gueule de l'emploi, quoi. Et également aussi une autre actrice qui a joué dans pas mal de trucs ici. J'ai dit ici parce que, comme je l'ai dit dans le premier épisode, j'habite actuellement en Espagne, je suis à Barcelone actuellement. Et il y a aussi Macarena Gomez qui a joué dans Musarañas Sagrada Familia. Elle joue le rôle d'une des mères dans Sagrada Familia. Et aussi dans Le photographe de Mata Hussein et Contra Cuerpo. Bref, c'est une actrice qui a plusieurs choses à son palmarès.
Et du coup, Trenta Monedas, ça parle de quoi? Donc, une série de deux saisons actuellement, et qui nous parle en fait du personnage principal, qui est joué par, attendez-moi, El Padre, il est joué par qui, El Padre? Et du coup, le Padre, il est joué par Edward Fernandez, et du coup, ça suit, c'est lui le personnage principal. Le Padre Vergara, c'est un exorciste, ancien boxeur, et aussi un petit peu ancien détenu, qui s'exile dans un petit village qui a circulé en Espagne. Et ensuite, après son arrivée, bizarrement, il y a pas mal de petits phénomènes paranormaux qui arrivent dans ce petit village. Et du coup, tant bien que mal, le maire, qui est interprété par Miguel Ángel Silvestre, et aussi autre actrice principale de cette série, qui est jouée du coup par Megan Montaner, qui elle joue le rôle de Elena. C'est le rôle d'une vétérinaire. Et ce qui se passe en fait, c'est que ça commence un peu, les trucs super naturels, ça se passe, surnaturel, ça se passe avec les animaux. Il y a un petit veau, déjà la mère galère pour mettre bas, mais le petit veau, il naît un peu pas très normal. Un peu, tu dirais, genre ça ressemble à un monstre. Et après ça, il se passe... parce que là, en vrai, c'est avec ce truc, je peux pas trop vous en dire, mais pour éviter le surspoilage, le surgâchement, ce qui se passe, c'est que du coup, ça continue, ça va crescendo. Donc ça passe par les animaux, et après, ça se passe aussi avec les humains qui ont un comportement un peu bizarre. Mais pourquoi la série s'appelle Trenta Monedas ou 30 Coins en anglais, si vous regardez sur Netflix et que vous voulez la chercher, 30 Coins, donc 30 monnaies, quoi, 30 pièces, ça apparaîtra sur ce nom. Un peu comme la Casa des Papel qui apparaît sur le nom de Money Heist, en tout cas ici, sur Netflix international. Bref, pourquoi ça s'appelle Trenta Monedas? C'est qu'en fait, est apparu dans ce village. Et pourquoi le village est un peu possédé et victime de faits surnaturels? C'est parce que ces Trenta Monedas, en fait, c'est un peu comme les Horcruxes. Vous voyez donc les Horcruxes qui étaient dans Harry Potter, pour ceux qui n'ont pas lu ni regardé les films, c'est un peu des reliques de la mort où sont enfermées l'âme de Voldemort. Et là, Trenta Monedas, c'est des pièces maléfiques, démoniaques, qui renferment un pouvoir incroyable, et celui qui a le plus de monnaie a le plus de pouvoir. Et c'est pour ça qu'après, il va y avoir des personnes un peu mal intentionnées et un peu possédées, entre guillemets, par le mauvais pouvoir, et aussi possédées par le démon, qui veulent récupérer toutes les pièces. Il y en a, il me semble, 3 ou 4 de ces pièces qui se trouvent dans ce petit village. Et on va essayer tant bien que mal de les avoir ou de les voler, quoi, en gros. Sauf que ces personnes, évidemment, la plupart, elles appartiennent à l'Église catholique. Et pourquoi l'Église catholique, en tout cas dans cette série, c'est une église, enfin une partie en tout du moins, c'est une église qui a un peu vendu son âme au diable, on va dire, qui est possédée par le malin. Parce que pourquoi vouloir... ça aurait pu... ils veulent récupérer les 30 monnaies, les 30 pièces, pour éviter que le mal ne se répande dans la population, pour que les petits bergers, les petits moutons, et en gros, ils soient sains et saufs, blablabla. Sauf que là, c'est pas le cas. On le voit dans plusieurs épisodes après, en fait, c'est juste pour avoir tout le pouvoir, pour que le pouvoir se retrouve qu'avec ce groupe de l'Église. Et ce qui se rattache aussi à ces 30 pièces, et pourquoi l'Église est incluse dans cette recherche, et pourquoi ce corps secret, très très secret de l'Église cherche à tout prix, mais vraiment à tout prix j'entends, même s'il y a des gens qui meurent, c'est pas grave, à tout prix à récupérer ces 30 pièces, c'est parce que c'est les 30 pièces qu'aurait reçu Judas après, évidemment, la mort de Jésus. Donc ça, déjà, ça a une qualité chrétienne assez importante, vu que Judas, du coup, aurait récupéré ces pièces. C'est comment on appelle ça? C'est pas une relique. Bref, c'est un truc d'antiquité assez d'une importance historique et chrétienne assez importante. Mais ce qui est intéressant, du coup, moi, ce qui m'a fait accrocher à cette série, c'est pas étrangement
le personnage de Paco, joué par Miguel Angel Silvestre, qui est assez... parce que si vous avez vu Sense8 et que vous l'avez vu dans La Casa de Papel, le Miguel Angel Silvestre, c'est quelqu'un d'assez athlétique. Le personnage qui joue, du coup, le rôle du maire, évidemment, ils vont pas changer son corps, le Miguel Angel Silvestre, il a le corps qu'il a. Mais son personnage, c'est quelqu'un d'assez, je trouve, comment dire ça de manière pas très méchante. C'est quelqu'un qui... Il est assez tendre et il est assez doux. On va dire ça comme ça. Il peut parfois tenir tête à sa femme, qui est une femme assez, on va dire, horrible, qui est du coup jouée par Macarena Gomez, qui joue son personnage, du coup, son prénom c'est Merche. Et la Merche, elle est pas très sympa avec son homme. Son mari qu'elle est censée aimer plus que tout. Sauf que, oui, ça aussi, il y a une petite triangle amoureux, du coup, le Paco, ça se passe pas très bien avec sa femme, la Merche, et du coup, ils essayent d'arranger les choses, mais ça va pas. Sauf qu'après, il y a un petit truc qui se passe avec la Elena. Du coup, la vétérinaire, le personnage de Paco, en vrai, et ça m'a été confirmé dans les épisodes que j'ai regardés de la saison 2, il est assez... c'est un romantique, il est assez fleur bleue, voilà. C'est quelqu'un d'assez fleur bleue, et du coup, il va y avoir aussi ça qui s'ajoute à l'intrigue catholique et chrétienne de ces 30 pièces démoniaques. C'est qu'il y a l'histoire un peu qui se passe avec... la Elena et la Merche. Mais aussi, pourquoi... Donc, c'est pas son rôle à lui, c'est pas le rôle de Paco qui m'a fait tenir, c'est le rôle vraiment du père Vergara, qui... Parce que déjà, c'est, je pense, un père assez atypique, on va dire. Donc, ancien détenu, ancien boxeur, mais exorciste. Donc l'exorciste, si vous avez regardé du coup aussi, enfin si vous avez écouté et que vous avez regardé ces films, vous avez écouté surtout le 2e épisode de la trilogie, les exorcistes, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas pour les faibles en gros. C'est quelque chose d'assez énergique et assez dynamique, on va dire. C'est assez fort les exorcismes. Déjà, c'est un exorciste, c'est un boxeur, et si on le voit boxer dans la série, en tout cas dans la première saison, parce que dans la 2e saison, il n'est pas trop en mesure de boxer. Sans trop vous spoiler, il se bat un petit peu beaucoup, mais il n'est pas dans un plan de ce monde où il est en mesure de boxer, on va dire. C'est un spoil, oui, je sais, mais pas trop quand même. Vous allez voir, si vous regardez la saison 2. Mais du coup, son personnage, c'est un personnage que j'ai vachement apprécié, pardon, parce que c'est un personnage qui a un fort caractère, un peu comme moi, mais qui a un fort caractère, qui se laisse pas faire, mais aussi qui a la force de ses convictions, et qui est pas... comment dire, c'est pas un bisounours, c'est quelqu'un qui est vrai, qui est entier, et ça, j'ai trouvé ça assez rafraîchissant, entre guillemets. Mais c'est pour ça que j'ai pas reconnu là, mais oui, c'est parce que... Pardon, j'ai la page du coup Google qui est ouverte, mais ah ouais, ça a vraiment rien à voir, la transformation. Mon Dieu. Et du coup, si vous allez sur Google, je vous invite à le faire actuellement. Si vous allez sur Google et vous tapez 30 Monedas, Monedas, ce qui devrait apparaître, c'est du coup la Megan Montaner, le Miguel Angel Silvestre, un autre acteur, Paul Giamatti, et en 4e, Edward Fernandez, du coup, qui joue le rôle du père Vergara. Cette photo, le père Vergara, ce monsieur, il n'a pas la même tête dans la série. Mon Dieu, si vous mettez les deux côte à côte, sa photo qui est là et la photo de son personnage dans la série, ça n'a rien à voir. Dans la série, déjà, il est à moitié chauve, donc il a le dessus de la tête rasée, il a la tête rasée complètement. Il a une beubare assez grande, assez fournie, entre guillemets. Il a les cheveux, surtout les cheveux et les poils, gris-noir. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est incroyable, cette transformation. Bref, du coup, c'est pour la manière dont il a interprété le père Vergara que j'ai accroché aussi, parce que j'aime beaucoup un peu les trucs paranormaux qui sont en lien aussi avec l'église. Et parce que quand on parle de paranormal et qu'on parle d'exorcisme, c'est impossible de faire sans l'église catholique dans la plupart du temps. Enfin, en tout cas, dans les films qui nous arrivent jusqu'à nous en Europe. Mais aussi, pourquoi c'était une série que j'ai adorée et que j'ai hâte de continuer, c'est parce que même si
Ça commence de manière, on va dire, on se doute un peu qu'il y aura du supernaturel. Il y a pas mal de mystères qui couvrent tous les événements qui se passent dans les premiers épisodes. Donc les mystères, qu'est-ce qui se passe vraiment avec les animaux, qu'est-ce qui se passe avec la ville, pourquoi les gens tout d'un coup ils ont un comportement bizarre, pourquoi la vieille du village, plus ou moins d'un coup, elle se transforme un peu en sorcière, pas qu'elle se transforme, mais pourquoi elle a un comportement un petit peu de sorcière mauvaise, parce que c'est pas toutes les sorcières qui sont mauvaises. C'est parce qu'il y a un côté mystérieux qui aiguise la curiosité, comme je suis quelqu'un d'extrêmement curieuse. C'est pour ça que j'ai accroché et que j'espère que vous avez accroché avec 30 Monedas. Et avant de reprendre, j'allais passer directement du coup au dernier film qui est Sharknado. Si vous accrochez à 30 Monedas et que vous passez à la saison 2, sachez que dans la saison 2, il y a une actrice que vous avez pu voir également dans la Casa des Papel, mais aussi dans la série Vis-à-Vis. C'est l'actrice Najwa Nimri. C'est une actrice incroyable. Donc que vous avez pu voir du coup dans la Casa des Papel, c'est la rôle de... j'allais dire de la méchante policière. Celle qui tient son rôle quasiment jusqu'à la fin dans Vis-à-Vis. Dans Berlin aussi, du coup, forcément, le spin-off de la Casa des Papel qui est sorti la fin d'année 2023, mais aussi elle a le rôle principal dans la série Sagrada Familia. Alors, Sharknado. Alors, rien qu'à prononcer ce nom et juste le voir écrit, ça me fait délirer. Sharknado. Pourquoi déjà ça s'appelle Sharknado ? C'est simple. En anglais, c'est la contraction de shark, requin, et nado pour tornade, qui se dit en anglais tornado. Donc, si on met les deux ensemble, c'est une tornade de 2 requins. Comment ça peut exister? Ce n'est pas possible. Mais en fait, on voit un peu dans le film, c'est que la tornade, elle débarque un peu sur la mer, et dans la mer, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup, en tout cas dans ce film, il y a beaucoup de requins qui sont un peu assez énergiques, assez violents et assez agressifs, et du coup, ça les embarque dans les tornades, et c'est un peu comme ça qu'ils se retrouvent en pleine terre, et qui peuvent attaquer de manière, pas furtive, mais de manière assez vive et assez rapide aux humains qui se trouvent sur le passage du coup de la tornade. Et Sharknado, j'allais dire c'est un vieux film, mais oui, en soi, ça a 11 ans maintenant, Sharknado. C'est sorti en 2013. Je sais pas, là c'est écrit sur mon écran que c'est interdit aux moins de 16 ans. Bon, je peux comprendre pourquoi, parce qu'il y a des gens qui se font démembrer, mais franchement, c'est pas... En vrai, pour moi, j'ai dit peut-être ça du haut de mes 32 ans et demi, mais c'était pas aussi violent. Certes, il y a de la violence, il y a des requins qui sont tirés dessus à coups de shotgun, mais franchement, des gens qui se font démembrer, alors ça va. Mais en vrai, non, sans déconner, enfin vraiment, en étant un peu plus sérieux, certes, il y a des choses assez violentes, mais pour moi, ça mérite pas un moins de 16 ans, peut-être moins de... Non, 12 peut-être pas. 12, 14 ans, ça devrait être un truc. Peut-être moins de 14 ans, peut-être à la rigueur. Mais du coup, c'est un film d'horreur / science-fiction, parce que vous l'aurez compris. Sharknado, la tornade des requins. Il y en a beaucoup, hein. Au début, je pensais qu'il y en avait 3, des Sharknado. Mais en fait, je crois qu'il y en a 5 ou 6. Et c'est une franchise, le machin. C'est une franchise de films délire, parce qu'au début, je me suis dit, non mais, une tornade de requins. Le film, c'est ça, c'est une tornade de requins tueurs qui sont agressifs. Parce qu'en vrai, de base, les requins, ils ont plus peur de nous que nous, on a peur d'eux. Même s'il y a beaucoup d'attaques de requins, ce qui passe en termes de nombre de morts, ce qui passe avant les requins, c'est les selfies. Mais non, mais vraiment, sans déconner, c'est les selfies. Les gens qui sont morts, parce qu'ils essayaient de prendre un selfie et qui sont tombés, qui sont mis dans une situation dangereuse, ça passe avant les requins. Bref, du coup, les requins, ils sont assez agressifs, donc ça commence comme ça. Ça commence tout bien, ça se passe évidemment en Californie, dans la région de Los Angeles. Tout se passe bien, il fait beau, le soleil brille, le soleil est tout jaune, le ciel est bleu, les gens se profitent sur la plage, les gens profitent dans la mer. On voit un surfeur qui essaye de surfer avec son ami qui est lui à côté de lui en jet ski pour le récupérer si jamais il tombe, etc. pour revenir au rivage le plus rapidement possible. Le surfeur, il voit une autre surfeuse, ils essayent en gros de se
pas de se battre en duel de qui va rider la vague le mieux possible, mais un petit peu quand même. Sauf qu'à un moment, il y a un petit requin qui arrive, et du coup, la surfeuse, eh ben, elle y passe. Sauf que, numéro 2, c'était pas qu'un seul requin qui arrive. Et évidemment, le personnage, le surfeur, il essaye d'avertir tout le monde. Mais sauf que, attends, le gars, t'es à des centimètres, t'es à des dizaines de mètres du rivage, t'es dans l'eau, il y a des gens qui crient. Tu dis, même s'il n'y avait pas des gens qui crient, vu la distance, tu dis aux gens, parce que moi je nageais assez loin, comme on peut pas t'entendre, si tu cries de là où t'es, il y a, je pense, peut-être à une centaine de mètres, 100 mètres du rivage, il crie sortez de l'eau, mais bien sûr qu'on va pas t'entendre, frère. Non, bon, bref, c'était un petit peu un point ridicule que j'ai trouvé assez comique et assez marrant du premier coup. Mais du coup, c'est pas qu'un seul requin qu'il y a, et lui aussi il va tenter d'y échapper. C'est pas qu'un seul requin qu'il y a, il y en a plusieurs. C'est une grosse attaque de requins. Les requins, en gros, ils sont décidés. Ah tiens, on se fait un peu chier en pleine mer, et si on n'allait pas sur les rivages de cette petite région de Los Angeles, si on n'allait pas attaquer les humains. Tiens, on se fait un peu chier, on va se faire un sandwich d'humains. Du coup, il n'y aura pas qu'une seule victime, mais il y en aura plusieurs, il y a plusieurs requins qui attaquent. Et ce qui se passe aussi, et pourquoi il y a la tornade qui vient, donc c'est pas un peu un remake de, comment on appelle ça, les Dents de la Mer, ça n'a rien à voir avec les Dents de la Mer. Donc déjà, il y a deux choses. Donc la première chose, du coup, c'est les requins agressifs qui décident, comme ça, d'aller attaquer les humains sans raison. Même, ils sont pas en période de chasse, il ne va pas s'acheter, c'est juste qu'ils ont décidé de se faire des humains. Donc il y a déjà ça, il y a les requins qui sont agressifs. Sauf que, numéro 3, il y a la nature qui décide de s'en mêler. Enfin, c'est pas intentionnel évidemment, parce que la nature, c'est la maîtresse de tout. Mais, pourquoi ça s'en mêle à cette histoire de requins qui sont encore plus agressifs? C'est parce qu'il y a un ouragan dans la région de Los Angeles. Déjà ça, c'est exceptionnel. Et ils le disent aussi dans le film, du coup, c'est que, bizarrement, ça nous arrive pas très très souvent. Eux, à Los Angeles, dans la région de Californie, ils sont plus souvent victimes que de tremblements de terre et de feux de forêt que d'ouragans. Il y a un ouragan qui se prépare, et le personnage du surfeur, lui, en fait, c'est un surfeur, certes, mais c'est aussi le patron d'un bar café, enfin pas café, d'une petite brasserie qui est sur la jetée, du coup, qui est au bord de la mer. Et du coup, c'est inquiétant, évidemment, il y a un ouragan qui va t'arriver sur la gueule. Même si tu y retournes, tu dis bon, il faudrait peut-être évacuer. Au bout d'un moment, ils vont finir par le faire, parce que déjà, il y a une grosse vague qui leur arrive sur la gueule, mais surtout, c'est parce que les requins, qui sont emportés du coup par les vagues, ils arrivent de manière assez pratique dans l'établissement de cette personne, et ils bouffent un peu aussi l'autre humain. Et après, du coup, les vagues sont tellement fortes que toute la jetée, elle est un peu mal en point, elle est assez détruite, et là, je crois que c'est une grande roue, bref, il y a un truc qui tombe sur l'établissement de ce monsieur, et qui détruit un peu son machin. Sauf que, numéro 4, l'ouragan est aussi tellement important et tellement fort, c'est que ça crée des inondations, et évidemment, vu que ça crée des inondations, le lien entre la mer et la plage n'existe plus, et la mer, la plage et les routes n'existent plus. Du coup, les eaux envahissent une bonne partie de cette partie-là de la ville, et du coup, les requins s'incrustent, et là, il y a de plus en plus de morts. Les requins, ils sortent un peu de partout, et tout le monde va essayer d'échapper à ces requins tueurs, assez mangeurs d'humains. Et du coup, c'est ça le scénario de Sharknado. Et on va parler maintenant de la partie créative de ce film, qui a été réalisé par Anthony C. Ferrand, et ça a été écrit par Thunder Levin. Vous retrouverez dans le rôle du surfeur de son prénom Finlay Shepard, qui est joué par, et là je pense que vous allez reconnaître si vous êtes des années 90, qui est joué par Ian Ziering, mais vous allez le reconnaître pourquoi? Parce qu'il a joué dans Beverly Hills 90-210, et également du coup dans
dans tous les Sharknado, je vais peut-être dire une bêtise parce que j'ai pas regardé du coup les autres. Je pense que je pense que je vais me faire une petite soirée à un moment de Sharknado. Je vais peut-être pas les enchaîner parce que ça fait un peu où je dis tiens, je vais peut-être me faire un marathon Sharknado. Comme vous savez, j'aime beaucoup les films d'horreur. J'ai fait, je crois que j'ai mentionné ça, c'est dans le premier ou dans le deuxième épisode de la trilogie, pardon. J'ai fait, du coup, je crois que c'était au mois d'octobre, il me semble, un marathon des sauts. Des sauts, il y en a 10. Enfin, à ce moment-là, il y en avait 9, parce que le 10e allait sortir. Moi, les marathons films, c'est certes, je me regarde des films, mais je me fais plaisir avec la bouffe. Mon plan maintenant, ouais, carrément, j'aime faire un petit marathon Sharknado. On va se faire comme avec le marathon saut. Désolée, je pense à ma haute. Mais du coup, le Sharknado, enfin bref, il y en a 5 ou 6. Et l'acteur Ian Ziering, du coup, il est principalement connu, notamment connu en tout cas de par chez nous, à cause de Beverly Hills, la série qui date des années 90. Et également, il y a du coup en compagnon dans le casting, il y a Tara Reid, les connus, notamment pour les American Pie. Elle a joué aussi dans Le Grand Lebowski. Elle a joué aussi du coup dans Sex Intention et aussi avec eux une actrice que j'ai vue dans c'est une série, je vous avais dit dans le dernier épisode que je devrais regarder, c'est une série qui s'appelle Nashville. Et cette actrice, en fait, elle joue le rôle de la fille du coup du surfeur de Finlay, parce que Finlay, il est en fait divorcé de Tara Reid dans le film, et ils ont des enfants. Ils ont deux enfants, une fille et un fils. Et vu que son établissement est un peu défoncé et que c'est un peu risqué quand même si son épouse, avec son nouveau compagnon qui le déteste bien sûr, ils vivent un peu dans les hauteurs. C'est ce que tout le monde va faire dans le film, on essaie de se réfugier dans les hauteurs. Et évidemment, même c'est pas parce qu'il est divorcé de la dame que les relations sont pas très amicales, pas très très bonnes, qu'il va laisser la mère de ses enfants, et par conséquent aussi ses enfants, évidemment. Il va bien sûr pour aller sauver ses enfants, pour les mettre en sécurité, mais aussi tout le monde en fait, parce que ça reste une bonne personne. Donc il va essayer de mettre en sécurité ses enfants, aussi la mère de ses enfants, et même s'il s'aime pas trop, aussi le nouveau compagnon de madame. Mais du coup, cet enfant, elle est jouée par Aubrey Shea, je crois que ça se dit comme ça en anglais. Aubrey Shea, qui joue le rôle de Claudia, c'est le rôle de la fille. Oui, juste parce que j'ai adoré cette série. Avec Aubrey, Tara et Ian, il y a aussi Cassie Serbo qui joue le rôle d'une serveuse c'est un des personnages principaux. Elle joue le rôle de la serveuse dans l'établissement du monsieur qui s'est fait défoncer, enfin qui s'est fait détruire, pardon. Et il y a également, parce que je vais vous dire cet acteur, parce que lui aussi me dit un truc, c'est John Heard qui joue lui le rôle du pilier de bar. Mais bien sûr, évidemment qu'il me dit un truc, pourquoi ? Parce que c'est le père. J'ai vérifié cette info là tout de suite, mais c'est le père dans... Évidemment, j'ai oublié le nom de ce film. Vous savez, le film là où le gamin il est laissé tout seul à la maison avec Kevin McAllister au moment de Noël. Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, donc Maman, j'ai raté l'avion, c'est le père de ça. Bien sûr. Du coup, il est dedans. Et son personnage, c'est un pilier de bar qui est un peu parfois graveux et là, c'est un petit point. Bon, c'est un film qui commence un petit peu à dater maintenant, du coup. Sharknado, vu qu'il est sorti en 2013. Mais il y a un truc, et là, la fille, elle se laisse pas faire, mais qu'elle se laisse faire ou pas, c'est pas là la question, c'est pas là le problème. Mais ça montre rapidement et le fait que il y a certaines agressions sexuelles et certaines agressions tout court qui sont malheureusement tolérées. Par exemple, ça, à moins que ça fasse évidemment partie du scénario, et si ça fait partie du scénario, il n'y a pas de souci. Mais que ça soit comme ça, traité de manière légère, en tout cas dans le film, c'est un truc qui m'a légèrement dérangée. Pourquoi ? C'est parce que ce pilier de bar se permet d'attraper les fesses de la serveuse, en gros, de la draguer de manière insistante. Ça soit un pilier de bar, évidemment, ça c'est un problème qui ne regarde que lui, qui la drague, il a le droit, hein, il est tout à fait dans son droit de draguer quelqu'un. Elle aussi est tout à fait dans son droit, évidemment, de dire non. Que ça soit insistant, donc ça fait plusieurs fois, frère, on t'a dit arrête, t'es lourd, au bout d'un moment. Certes, t'es un pilier de bar, t'es sans doute peut-être le meilleur client du monde, t'es un vieux, t'es mignon, bref, voilà, il y a certains comportements qui ne passent pas, et ça c'est un truc, j'ai trouvé ça
un peu gratuit. Ils auraient pu faire sans cette scène-là, parce qu'ils auraient pu faire juste par exemple avec principalement juste sa drague, même s'il est, enfin, je veux dire, s'il est pas méchant, oui, il est pas méchant ce monsieur, même s'il a agressé physiquement cette dame. Après, dans le film, ils en parlent pas, et c'est comme ça en tout cas que je l'ai perçu. C'est peut-être un jeu entre eux, mais vu que la personne c'est bien vénère, la Nova, du coup, c'est le rôle de enfin, c'est le prénom de la serveuse. J'ai trouvé ça assez gratuit, assez vachement inutile. Ils auraient pu tout simplement se contenter de sa gravelosité. Mais du coup, il y a tout ce beau monde qui va essayer tant bien, tant bien que mal de combattre et de survivre à cette tornade de requins. Du coup, ça m'a fait penser un peu à Evil Dead parce qu'il y a des moments assez délire, assez absurde, je dirais, ce serait peut-être le terme le plus correct, qui sont assez absurdes. Donc c'est deux registres complètement différents, même si les deux sont des films d'horreur. Et d'ailleurs, en parlant d'Evil Dead, je vais en reparler dans un des prochains épisodes, et là, ça sera dans l'épisode... dans le prochain épisode, d'ailleurs. Donc la semaine prochaine, je vais vous parler du dernier Evil Dead en date, Evil Dead Rise. Mais parce que les tout premiers que j'ai regardés avec mes amis dans mon époque Echelon, les échelons, c'est les fans, l'armée de 30 Seconds to Mars. On se faisait des petits week-ends, enfin, on s'est fait, je crois, une ou deux fois des week-ends entre nous. Et on avait regardé, par simple délire, ce film, et ça m'a fait penser Sharknado à ça, et c'est pour ça aussi que ça m'a poussé à regarder, du coup, à ce que je regarde Sharknado. Franchement, vous aussi, si vous n'allez pas vous faire un marathon comme je vais peut-être me le faire à un moment donné, regardez-vous peut-être le premier juste, vraiment, c'est par pur délire. Vraiment, vraiment, c'est un gros délire le Sharknado, mais peut-être regardez-vous genre le premier et le deuxième d'affilée. Parce qu'en soi, je crois, il dure pas longtemps en plus le premier. Euh, Combien de temps il dure le film? On va regarder ça sur IMDb tout de suite. Et IMDb nous dit qu'il dure 1h26 le film. Donc c'est 1h26 comprenant les crédits de fin. Donc en gros, on va dire ça dure 1h20, à peu près 1h20. Donc il dure pas longtemps. Le deuxième, il dure combien de temps? Je vais vous dire ça tout de suite. Le deuxième, Sharknado, de IMDb. IMDb nous dit que pour Sharknado, le deuxième, il est un peu plus long, il dure 1h35, du coup 1h30 sans les crédits de fin à peu près. Donc en 3 heures, ça vous pourrez vous faire une partie de l'après-midi, une début de partie de soirée. Franchement, c'est à faire. C'est tellement, c'est vraiment, vraiment drôle. Et en vrai, pour moi, franchement, je m'attendais à rien avec ce film, avec Sharknado 1. Je m'attendais vraiment à pas grand-chose. Je savais déjà parce que tornade de requins, que ça va être un truc un peu second degré qui se prend pas du tout au sérieux. Mais je m'attendais pas à un film qui allait être bien, en fait. En toute honnêteté, je m'attendais pas à un truc vraiment exceptionnel. Je dis pas que c'est non plus le film d'horreur délire de l'année, que c'est pas... Enfin, mon Dieu. De la décennie précédente. Mon Dieu. Je dis pas que c'est le film de la décennie précédente, mais c'est franchement, pour moi, c'est comme un... Ça fait partie des classiques de l'horreur un peu délire. Et du coup, je m'attendais à rien, à pas grand-chose, et j'ai vachement adoré ce film. Et comme je... et comme je vous dis, à chaque fois, je suis mort de rire. Franchement, il y a des moments plus sérieux, mais aussi pourquoi je trouve ça moins dire déjà. Bon, ça se prend pas au sérieux parce que Sharknado, quoi, la tornade de requins. Et c'est aussi parce qu'il y a des moments qui sont surjoués. Mais c'est surjoué, c'est fait exprès. C'est comme le personnage du coup attends, c'est quoi son nom? Du coup, le personnage du surfeur, la Finlay, il surjoue un peu le rôle de l'héros. Certes, c'est un bon père et un bon ex-mari, entre guillemets, qui est toujours épris de sa femme. Mais c'est un peu la caricature de l'héros dans les films américains. Le gars hyper masculin, rien de mal contre ça, mais là, c'est le surcliché de la masculinité virile qui veut sauver tout le monde entier. Parce qu'il veut être le héros incroyablement, mais aussi qu'il y a un l'acolyte évidemment, il se fait pas bouffer par un requin, mais il se fait dans la première scène, il se fait mordre en gros par un requin. Il a évidemment un acolyte, lui le Finlay, il a une allure un peu plus athlétique, un peu plus viril entre guillemets, et son acolyte, son meilleur ami, son meilleur pote,
c'est pas un gars classique que tu dirais viril. Certes, c'est un homme masculin, mais c'est pas un Apollon, quoi. Je dirais pas dans ce film-là que le Finet, c'est un Apollon aussi, mais il est plus un Apollon que le rôle de son meilleur ami. Euh, donc il y a ça, il y a aussi la blonde de l'ex-femme qui est jouée du coup par Tarari, qu'il fallait absolument aller sauver. Il y a, et là, elle m'a fait penser, c'est la personnage de Nova, comment dire, la serveuse, elle m'a fait penser à Faith dans Buffy contre les vampires. Parce que là, c'est vraiment la caricature de la meuf. Il lui arrivait des mauvais trucs dans la vie, c'est une dure à cuire, mais elle a un côté un peu tendre, vous voyez, parce qu'elle a des moments où elle pleure et tout. Et c'est vraiment genre c'est une grosse caricature de ce genre de personnes et de personnages, mais aussi pourquoi elle m'a fait penser à Faith dans Buffy, qui est la deuxième tueuse quand Buffy elle est morte pendant un court instant. C'est parce qu'elles ont à peu près la même allure. Alors, elles se ressemblent pas du tout physiquement, mais elles ont à peu près la même dégaine, assez de rebelle, je porte du cuir, à la limite, ça foutrait... Ils auraient dit qu'elle aurait écouté du métal et du rock, ça aurait pas été surprenant. Mais il y a des moments assez comme ça, assez clichés, exagérés, du coup, dans le jeu des acteurs qui est voulu. C'est pas qu'ils sont mauvais, ils sont tous très bons, c'est juste que c'est voulu par le scénario et par la réalisation. Mais aussi dans les... J'allais dire dans quoi? Dans certains plans. Parce qu'en plus, même si, du coup, le film à 11 ans, c'est pas non plus un film des années 80-90. Du coup, ils reprennent un peu certains plans qui peuvent être assez novices, on va dire, juste pour asseoir le fait que c'est quelque chose, d'asseoir l'exagération de ce film. Et tellement pour vous donner une autre image, à quoi ça m'a fait penser, ces exagérations qui sont du coup pour rentrer dans le délire de Sharknado, c'est que ça m'a fait penser à l'histoire de Voisins sur TF1. Vous savez, là, ce machin qui est un peu en mode télé-réalité, c'est censé être des faits réels, des histoires vraiment entre voisins, mais c'est vraiment scénarisé et scripté à mort sur TF1, du coup. Ça m'a fait penser à ce genre d'acting. Ah oui, aussi, pourquoi ça rajoute un peu dans le fait de l'exagération et que, pour moi, c'est un peu voulu, les côtés clichés, c'est qu'ils ont... Même pour 2013, du coup, il y a de la CGI, notamment avec les requins qui sont assez... C'est trop flagrant. C'est trop flagrant pour que ça soit pas intentionnel. Euh, et si c'était pas intentionnel, ça aurait pas été... Enfin, ça serait pas devenu une franchise, le Sharknado. Il y a aussi un truc qui m'a fait rire. Je me dis, non mais les gars, soyez sérieux un petit peu. On sait très bien que dans la plupart des films, en tout cas les films américains, les gens ils conduisent pas vraiment. Mais là, c'est vraiment trop... ça se voit de trop. C'est pour ça que je me dis, c'est pas impossible qu'il y a des trucs qui n'ont pas été faits exprès. Notamment, là, je pense au moment où il y a les personnages qui sont dans une voiture, dans un genre de Jeep. Et ça se voit qu'ils conduisent de manière fausse. C'est genre, quand tu étais à la maternelle, tu allais faire semblant que tu conduisais. Tu vois, avec tes mains, tu les bouges de gauche à droite, enfin non, de haut en bas, chacune. Et il y a aussi les mouvements de voiture qui sont essayés tentés d'être reproduits par les personnes qui sont à l'intérieur. De manière un petit peu trop grossière. Donc j'ai hâte de voir comment ça va être, Sharknado 2, 3, 4 et 5. D'ailleurs, on va regarder exactement combien il y en a là tout de suite. Il y en a 6 des Sharknado. Et ce que je voulais... Pourquoi j'ai mentionné... j'avais pas regardé les deux... les trois, parce que je croyais qu'il y en avait 3 au départ. Je les ai pas regardés, parce qu'à la base, je voulais tous les mentionner dans un épisode. Je voulais faire une série ou un film. Enfin, je voulais faire 2 trucs à part et faire les 3 d'un coup de Sharknado pour vous en parler. Là, quand j'ai vu qu'il y en avait 6, je me suis dit, non, je vais regarder que le premier. Mais en vrai, j'ai vachement hâte de voir, du coup, si le 2, 3, 4, 5, 6 sont dans la même lignée. En plus, ce qui est bien, c'est que du coup, le premier date de 2013 et le dernier date de 2018. Ça s'appelle, enfin en espagnol, ça m'apparaît vu que je suis en Espagne, le dernier Sharknado. Ça doit être genre le boss suprême, le boss de fin, à mon avis, le requin le plus vénère de cette tornade de requins. Mais j'ai hâte du coup de voir comment ça va être au niveau de l'exagération, de la non-prise de sérieux, de l'absurde. Et on assume. On sait que c'est un film délire, on sait que c'est un film absurde, mais on assume complètement. Et franchement, c'est vachement bien assumé. Et j'ai adoré. Et je vous conseille Sharknado, franchement, pour une soirée délire entre potes.
Franchement, avec un petit KFC ou un bon petit repas devant vous, je pense que vous avez passé une excellente soirée. Et j'espère que vous aurez apprécié ce 3e épisode de la trilogie Ton podcast francophone d'horreur, de drama et un petit peu de comédie quand même, disponible tous les samedis en après-midi, généralement en fin d'après-midi. Donc j'ai dit ça dans le premier épisode, mais là vraiment ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de poster tous les samedis après-midi, donc une fois par semaine. Mais il se peut, en particulier, parce que là j'approche la fin de mon année universitaire et la fin de mes études surtout, il se peut qu'il y a des semaines où je ne poste pas. Mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être tenu au courant déjà si jamais il y a une semaine où je poste pas, ou tout simplement à me suivre du coup sur Spotify, si vous écoutez ça sur Spotify, mais aussi à vous abonner à la chaîne YouTube qui est Suzy S. Et également à actionner la petite cloche si vous êtes sur YouTube, mais aussi à donner 5 étoiles si vous êtes sur Spotify. C'est dans la partie un peu paramètres en vrai, c'est vrai qu'elle n'est pas assez claire, du coup je vais le mettre dans le visuel de Spotify, parce que sur Spotify, vous pouvez écouter le podcast, mais il y a aussi un petit visuel que je fais avec des ondes, que je mets des images aussi. Donc là, je vous le montrerai si vous voulez me soutenir et soutenir ce podcast, et aussi la petite communauté qu'on pourrait créer tous ensemble à parler de films qu'on regarde et dont je parle dans ces podcasts. Mais surtout, si vous avez des recommandations de films, n'hésitez pas à m'en faire part du coup en commentaire sur YouTube si vous regardez ça. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter cette vidéo et à la partager, comme je disais, à vous abonner. Aux deux, d'ailleurs, à la chaîne YouTube, du coup, Suzy S, et du coup, au podcast, qui est tout simplement sur Spotify, la trilogie. À vous abonner aux deux, comme ça, vous êtes sûr de ne rater jamais aucun épisode. Et aussi, surtout, ça m'aide d'un grand soutien. Et ça permet déjà de me soutenir, mais aussi, non seulement de ça, mais aussi de faire connaître, vous savez, l'algorithme et tout ça, de faire connaître le podcast à beaucoup plus de personnes. Comme ça, la communauté agrandit, et plus agrandit, plus on pourra parler non seulement, comme je vous disais, des films dont je parle dans les épisodes, mais aussi d'autres films qu'on regarde en dehors de ça. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire sur la chaîne YouTube, ou à venir me le dire sur Instagram. Mon Instagram, c'est Suzy Margot. Suzy, c'est S-U-Z, Y, et Margot, c'est O-T à la fin. Vous avez le visuel actuellement là sur YouTube et sur Spotify. Mais si vous n'écoutez que l'épisode, sachez que sur Instagram, du coup, Suzy Margot, O-T à la fin, c'est ma photo de profil actuellement. C'est moi en noir et blanc avec le fond en rose clair. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour le 4e épisode de la trilogie. Ça fait déjà un mois, enfin ça fait déjà un mois du coup que je poste de films. Et du coup, haha, la Suzy qui n'a pas planifié. Du coup, ça sera, là il y aura un petit suspense, mais du coup là, au menu de la semaine prochaine, il y aura Shazam 2, comme je vous disais un peu plus tôt. On va parler aussi de Evil Dead Rise, qui est le dernier opus de la franchise Evil Dead, et le 3e, je n'ai toujours pas choisi. Donc ça sera une surprise pour vous et pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et surtout une très belle vie. Bisous!